18 janvier 1944. 4 hommes quittent Valence, 3 d'entre eux sont allemands et le 4e est un chauffeur civil. Ils montent dans le Vercors et disparaissent. Pas de corps, pas de tombe, pas de rapport officiel, juste des rumeurs, des témoignages éparpillés et un silence qui dure depuis 80 ans. Que s'est-il passé ce jour-là sur les hauteurs du Vercors? Qui étaient ces hommes et pourquoi personne n'a jamais su ou voulu dire ce qu'ils étaient devenus? Voici l'histoire d'hommes ordinaires pris dans la tourmente de la grande histoire, allemands, français, des hommes qui, sans jamais avoir touché un fusil, ont causé des choses terribles. Mais pourquoi cette enquête? Tout commence avec une impression, un détail qui cloche. En lisant les ouvrages consacrés au Vercors, un détail revient, ou plutôt une absence. Le sort de ces Allemands capturés le 18 janvier 1944 est rarement évoqué, et parfois le sujet est évité, d'autres fois les versions se contredisent ou deviennent floues au moment crucial. Très vite je me dis que quelque chose ne colle pas. Ce flou récurrent, ces silences, qu'est-ce qu'on ne veut pas raconter? Alors j'ai commencé à chercher, sans savoir où cela mènerait, et petit à petit des noms apparaissent, des lieux, des incohérences. Des fragments de réponses et de quoi lancer une enquête sur un événement volontairement laissé de côté et qui aurait pu sombrer dans l'oubli. Mais pour comprendre ce qui a pu arriver à ces Allemands, il faut d'abord se replonger dans le contexte de l'époque afin de comprendre ce qu'est le Vercors à ce moment précis. En janvier 1944, le Vercors est déjà une zone refuge clandestine, et peu à peu, on commence à l'envisager comme un projet stratégique, celui de transformer la montagne en bastion de la résistance. Sur le terrain, ce sont encore de petits groupes de volontaires et réfractaires, parfois encadrés par des militaires. Ils sont assez indépendants les uns des autres et vis-à-vis de la population, mais ils sont tous sous l'égide de plusieurs mouvements de résistance distincts. Ils se structurent peu à peu et s'étoffent avec prudence. Les filières pour accéder au maquis sont assez secrètes et sécurisées. L'armement arrive peu à peu et l'activité principale est la survie en milieu hostile. À l'époque, les Allemands semblent connaître l'existence de ces groupes de réfractaires clandestins qu'ils assimilent à des bandes de hors-la-loi, mais ils ne considèrent pas encore le massif comme un danger stratégique. Sur place, ce sont les gendarmes français de la brigade de La Chapelle-en-Vercors qu'on sollicite pour effectuer des recherches sur le terrain et tenter d'interpeller ces hommes. Mais la gendarmerie locale, acquise à la cause de la résistance, met en place une surveillance molle, volontairement maladroite. Les délais de communication sont allongés, les rapports trafiqués, et ils font preuve de lenteur administrative en restant à la juste limite des représailles de leur hiérarchie. Le vrai danger vient des miliciens et gestapistes, agents issus de la population et difficilement détectables, qui tentent d'infiltrer les camps, traquent les filières et dénoncent la moindre activité suspecte. Une véritable guerre civile en sous-main, dont les représailles sont brutales, immédiates, arbitraires. Pendant ce temps, certains soldats allemands, maîtres du territoire, montent encore dans le Vercors pour se promener et faire du tourisme. Le Vercors n'est pas encore une zone de combat, c'est un territoire en zone grise, un équilibre instable et fragile. Dans la plaine, le camp de Narcisse Geier s'était rapidement distingué par son organisation rigoureuse et son efficacité. En décembre 1943, l'état-major régional de la résistance lui confie une nouvelle mission. Monter dans le Vercors, structurer les groupes en place et prendre le commandement, et donc préparer le terrain pour un projet stratégique à grande échelle. C'est bien simple, le commandant qui commandait tout le secteur, il était parti de Lyon comme lieutenant Geier. C'est lui qui a créé le premier camp armé de France, parce que quand les Allemands ont envahi la zone libre, lui était lieutenant au 11e cuirassier à Lyon. Il a pris son cheval, il est parti du côté du Grand Cerf, à Saint-Christophe-le-Laris, par là, dans la forêt de la Tivolais, dont il a empointé le nom. Et là, il a rassemblé ses anciens cuirassiers, tout de suite le 27 novembre 1942. Et le premier camp du Vercors a été créé fin décembre 1942. Et fin 1943, c'est Geier qui est monté et qui est devenu le chef du Vercors, parce que à cette époque, il n'y avait que 5 communes qui avaient le qualificatif de Vercors. Ce qui délimitait, c'était les gorges de la Bourne.
Alors il y avait comme commune du Vercors, Saint-Julien-en-Vercors, Saint-Martin-en-Vercors, Saint-Agnan, La Chapelle et Vassieux. Avant le 6 juin, il y avait en tout et pour tout une 8aine de camps d'une 30aine d'hommes. On n'était donc pas nombreux. On vivait dans la nature, loin de toute habitation. On n'avait aucun contact avec la population en tant que simple maquisard. Il n'y a que le camarade qui était chargé d'aller chercher du lait à la ferme la plus proche, qui avait un contact avec la population, il y allait tous les soirs. Et on ne connaissait pas l'emplacement sur lequel on se trouvait, et ni l'identité de nos camarades. Tout simplement parce que l'on nous avait prévenu que du fait que nous étions en uniforme et en armes, que si l'on était pris, c'était la torture et la mort. Et pour ne pas parler, il fallait ne rien savoir. Voilà. Et lorsqu'il y avait une opération de répression qui était lancée contre nous, eh bien on faisait ce qu'on appelait le vide, pour éviter à l'ennemi le prétexte des représailles. Parce que la mission du Vercors, c'était d'attendre le jour J. L'arrivée de Narcisse Gillière marque un tournant. Le maquis change de visage, une discipline nouvelle s'installe. Les historiens parlent de la militarisation des camps. Mais cette réorganisation ne va pas sans tension. Les maquisards déjà présents, souvent d'origine civile, voient arriver ces hommes du 11e cuirassier de Lyon avec leurs méthodes bien huilées, leurs traditions militaires, leur encadrement et leur hiérarchie. Le choc des cultures est inévitable. Dans plusieurs cas, les anciens des camps clandestins sont attachés à leur autonomie et à leur liberté de mouvement, et habitués à leurs officiers de proximité qui ont vécu les mêmes épreuves ensemble. Ils peinent à accepter les ordres venus d'en haut. Cette nouvelle autorité passe parfois mal, les consignes circulent mais leur application reste inégale, parfois ignorée. Narcisse Gillière, avec son charisme et sa personnalité, laisse des souvenirs contrastés. Il incarne l'ordre mais suscite aussi des réticences. Militairement, son parcours est solide, son courage et sa témérité ne sont pas remis en cause, mais dans le Vercors, il reste une figure nouvelle. Les hommes ne le connaissent pas encore et le contexte ici est particulier. Une guerre irrégulière menée avec des civils sur un terrain particulier. Dans ce type d'engagement, la discipline militaire pourrait avoir sa place, mais encore faut-il qu'elle soit comprise, acceptée et adaptée aux réalités du maquis. Les tensions sont là, silencieuses mais bien réelles. Pour le moment, chacun agit avec sa propre grille de lecture selon ce qu'il comprend, ou croit comprendre. Il faut également dire que les liaisons de groupe à groupe sont tout juste en train d'être établies correctement. Ce climat de tension et cette confusion générale va très vite se traduire dans un événement lourd de conséquences. Mardi 18 janvier 1944, 3 officiers allemands en civil montent à bord d'une Renault Prima 4 jaune réquisitionnée au garage Sapé de Valence. Motif officiel, un déjeuner dans le Vercors. Après un passage par Romans, la voiture prend la route des Grands Goulets et s'arrête vers 11h à l'hôtel Bélier, à La Chapelle-en-Vercors. Mais leur présence n'est pas passée inaperçue. Le chef du secteur, Narcisse Gillière, donne l'ordre de ne pas intervenir. Il veut faire croire que le Vercors est vide. 2 maquisards, Clerget et Charial, sont chargés de suivre la voiture discrètement. Dans le restaurant, Paul Lodziski, résistant aguerri, est en train de déjeuner. Il remarque les officiers isolés et sans armes. Une belle opportunité se présente. Le restaurateur de bonne foi affirme que le col du Rousset est trop enneigé et conseille aux Allemands de rentrer par les gorges de la Bourne. Lodziski en prend bonne note, quitte la salle et, sans en informer Gillière, il rassemble ses hommes et prépare une embuscade en amont du pont de la Goule Noire. Vers 15h30, les maquisards sont en position près de la maison Combard, une maison souvent utilisée par le maquis. Voici une vidéo prise le 18 janvier 2023, soit 79 ans après, sur le même itinéraire et sur le lieu présumé de l'embuscade. Voici plus ou moins le paysage que devait contempler l'équipage de la voiture peu avant l'embuscade. Quand la voiture surgit, Raymond Page, censé donner le signal, ne tire pas. Paralysé, surpris, Sastène reste muette. C'est finalement un groupe en surplomb qui ouvre le feu. Le chauffeur Henri Badois, blessé à la tête, s'effondre dans la neige. Les 3 Allemands choqués sont capturés sans résistance. Un étui vide est retrouvé mais aucune arme. Lodziski décide d'emmener les prisonniers au PC de Gillière. Au camp, la surprise est totale. Gillière découvre l'opération trop tard. Le chauffeur Henri Badois, identifié comme ami de la résistance et soigné par le docteur Blanc, est relâché, puis demande à rejoindre le maquis. Un émissaire est envoyé à Valence
et sa femme est discrètement appelée à monter pour éviter les représailles de la Gestapo. Un conseil de guerre est organisé et les officiers allemands sont enfermés à titre conservatoire. La décision est prise de ne pas les exécuter afin d'éviter les représailles et tenter d'en tirer parti plus tard. Mais pour Geyer, qui n'a pas été consulté, le mal est fait. L'embuscade du 18 janvier 1944 est un événement bien connu, souvent raconté comme un affrontement direct réussi entre le maquis et les forces allemandes. Mais ce qui suit, cette capture reste floue. Les 3 officiers capturés disparaissent rapidement des récits, à l'exception de quelques lignes sur l'un d'eux, jusqu'en avril. Mais leur sort reste flou. Les versions sur ce qui leur est arrivé varient et se contredisent. Ce qui devait être un fait de guerre clair devient une zone d'incertitude, nécessitant une enquête plus poussée. En novembre 2022, Mark, un Hollandais, m'écrit car il enquête sur l'un de ces 3 Allemands enlevés. C'est là le point de départ de recherches plus approfondies. Et c'est là que commence cette enquête. Penchons-nous dans un premier temps sur la réaction allemande des suites de l'embuscade. Le 18 janvier au soir, les autorités allemandes constatent l'absence des 3 officiers, mais sans s'alarmer. Le temps est mauvais, les cols sont enneigés et la mission n'était pas officielle. Ce n'est que le lendemain, le 19, que les autorités de Valence saisissent le chef de la gendarmerie de la Drôme, qui ordonne à la brigade de La Chapelle-en-Vercors de mener des recherches. On privilégie alors l'hypothèse d'un accident, preuve que l'idée de l'embuscade n'est pas encore envisagée. Les gendarmes français, eux, sont sans doute déjà au courant de la réalité, mais sont contraints de jouer un double jeu. Le 20 janvier, sans résultat, les Allemands prennent l'affaire en main. 4 feldgendarmes quittent Valence. Le caporal Hermann Braun, l'adjudant-chef Willy Kallenbach, le chef de section Hans Heinzerling et le sous-officier Christian Flügel. Ils suivent l'itinéraire initial prévu par les officiers, ignorant que ceux-ci avaient changé de route à cause du mauvais temps. Leurs recherches, dès lors, sont vouées à l'échec. Mais à 12h30, alors qu'ils traversent le village de Rousset, leur voiture dérape dans une congère. En cherchant de l'aide près du pont des Oules, ils tombent à leur tour dans une embuscade. Hermann Braun est abattu d'une balle dans la tête. Kallenbach et Heinzerling se dirigent dans la neige vers le sud et atteignent le refuge du col du Rousset, où ils appellent des secours. Christian Flügel, lui, part vers le nord-est, par le quartier des Lyotard, et ensuite vers le nord, où il se perd. Cette nouvelle embuscade, comme celle du 18 janvier, n'est pas ordonnée par le PC de Geyer. Elle émane du groupe autonome de Raoul Roudet, un ancien policier à la réputation sulfureuse, souvent jugé incontrôlable. Le feldgendarme Christian Flügel est retrouvé vivant mais les pieds gelés près des baraques en Vercors. Il est pris en charge par la gendarmerie locale, alerté par un civil. Officiellement, c'est un geste humanitaire, officieusement, c'est un calcul stratégique. Car, comme on l'a vu, à La Chapelle, la brigade est largement acquise à la résistance. En soignant et en protégeant l'Allemand, elle cherche à éviter les représailles contre les civils, tout en rassurant l'occupant sur sa loyauté. Une manière de rester en poste et de continuer discrètement à servir la résistance. Le 21 janvier, en réponse à l'embuscade contre les feldgendarmes, la gendarmerie de La Chapelle redescend le corps d'Hermann Braun, dans un climat de tension croissante. Car en parallèle, une expédition punitive allemande se met en place. Composée de 200 à 300 hommes, elle mêle plusieurs éléments motorisés. D'abord des hommes de la 3e batterie de la 741e unité légère de DCA, des feldgendarmes de la brigade 770, rescapés du 19 janvier, et quelques SS du 28e régiment de police Todd, spécialisé dans la lutte anti-résistant. Officiellement une mission de recherche, c'est en réalité une opération de représailles. Le 22 janvier au matin, vers 8 heures, cette colonne suit soigneusement l'itinéraire déjà emprunté par les officiers du 18 janvier et les feldgendarmes du 19. Romans, Sainte-Eulalie, Écheville, les baraques. Et c'est là que l'histoire bascule une 3e fois. Et on ne sait d'ailleurs pas vraiment d'où part cette initiative. Les maquisards du camp numéro 10 d'Écheville, sous les ordres de l'aspirant Yves Seguin, 25 ans, tendent une embuscade le 22 janvier à l'aube, au niveau du pont sur la Vernaison. Un premier accrochage a lieu et dure environ 1 heure, suivi d'un second à l'entrée des tunnels menant aux baraques. Le groupe de Lodziski prend alors le relais depuis les hauteurs et enfin tout le monde se replie. Les Allemands comptent 2 tués, le sous-officier Karl Blich de l'unité de flak motorisée et le sergent Clemens Becker de la police SS. Malgré tout, la colonne poursuit sa progression. La colonne allemande se divise. Une partie récupère le feldgendarme Flügel à La Chapelle, l'autre poursuit jusqu'à Rousset, où elle détruit la scierie,
soupçonnés d'avoir servi de base aux maquisards et poursuivis vers la plaine. En redescendant, la colonne arrêtée à la chapelle repasse par les baraques, qu'elle achève de détruire. Nos 3 Allemands capturés, prisonniers à seulement 2,5 km à vol d'oiseau des baraques en Vercors, entendent les combats du 22 janvier. Ils ne comprennent peut-être pas ce qu'il se joue, mais ils perçoivent une direction, un repère. En captivité, chacun adopte une posture différente. Bode, le plus gradé, joue la carte du personnage important et promet des menaces s'il devait lui arriver quelque chose. Schoenfeld se dit simplement interprète. Discret, il semble minimiser son rôle. Knoeke se fait appeler Bernard, un faux prénom. Il se dit journaliste hollandais, affable, presque complice. 3 hommes, 3 stratégies. Focalisé sur cette enquête, c'est une série d'indices anodins qui m'ont soudain ouvert une piste. Bien plus tard, lors d'une visite au musée de la Résistance de Vassieux, Céline, la conservatrice, me montre un album récemment acquis, intitulé « Recherche pour le musée ». À l'intérieur, une série de photos en noir et blanc, aucun commentaire, aucune légende. Sur certaines photos datées de 1972, on distingue des ossements, exhumés en forêt dans le Vercors. L'exhumation semble avoir été menée par Joseph Lapicirella lui-même. 3 corps apparaissent, et tout de suite, une question s'impose. Ces restes pourraient-ils être ceux des 3 officiers allemands disparus en janvier 1944 ? Le nombre correspond, le doute s'installe. Mais impossible d'identifier précisément le lieu. Le sol sableux, ponctué de bruyères, charmilles et sapins, forme une combinaison végétale inhabituelle dans le massif. L'hypothèse reste ouverte. Jusqu'à ce qu'un témoignage vienne tout bouleverser. Lors d'un entretien pour un autre épisode, Marc Serratrice évoque un souvenir enfoui, jamais raconté. Moi j'ai assisté une seule fois à une fusillade quand on est allé chercher des armes à Saint-Marc-en-Vercors. C'était au mois de février, où on est tombé par hasard dans le camp de Tivolet qui avait 3 prisonniers. 3 prisonniers qui étaient un couple et un homme qui avait été enlevé à Romans parce qu'ils avaient vendu, je crois, une trentaine de résistants. Ils en avaient lourd sur la conscience et il avait été décidé qu'ils seraient fusillés. Alors bon, je me suis trouvé là et au moment où on devait les fusiller, on nous a demandé de nous mettre au garde à vous, etc. Et c'est quelque chose qui ne m'a pas plu du tout, hein, de voir fusiller des gens comme ça. Mais simplement que c'était vraiment, disons, aux normes de l'époque, ils le méritaient 10 fois, tu vois. Parce qu'ils avaient fait arrêter et fusiller plusieurs résistants de Romans, je crois, ouais. C'est la seule fois où j'étais confronté à ça, hein, et ça m'a laissé une très pénible impression. Je dis non, moi je suis pas fait pour aller tuer les gens comme ça, les yeux dans les yeux. Hein. J'ai jamais voulu le raconter dans mon livre d'ailleurs. Oui. J'en parle pas dans mon livre. C'est quelque chose que je peux en parler maintenant, c'est tellement vieux. Oui. Mais j'ai jamais voulu en parler, c'était mon secret ça. Et ça, j'ai regardé Alors je sais pas si c'est moi qui étais trop sensible ou quoi, mais c'était incompatible avec mes sentiments et mes principes, disons. Mais bien qu'il s'agisse du même camp, ce qu'il décrit relève d'un tout autre événement, à une date proche, impliquant d'autres prisonniers, jamais mentionnés dans aucun écrit. Et l'enquête devient plus sombre. Cette expédition à ski qu'il raconte début février 1944, 60 km dans la neige pour aller chercher des armes, est un effort assez exceptionnel qui a été consigné dans son livre. Or, à cette époque, les Allemands sont encore supposés être détenus dans le Vercors. Ils ont très probablement vu, entendu ou su quelque chose à propos de cette exécution. Dans leur situation, sans jugement ni nouvelles du monde extérieur, toutes les issues ont dû être envisagées. Intrigué par ces clichés, je sollicite l'aide de mon contact hollandais. Ensemble, nous consultons le capitaine Geert Jonker, chef du service d'identification de l'armée néerlandaise, le BIDKL. Son analyse est formelle. Il s'agit des restes de 2 hommes et d'une femme. Crâne et bassin féminin à l'appui.
une configuration qui valide le récit de Marc. Ce détail lève définitivement le doute. Les ossements exhumés en 1972 ne sont pas ceux des 3 officiers allemands. Ils ont été récupérés par Joseph Lapicirella et son équipe, dont Yves Brunel et Babette Robert, puis entreposés à Vassieux, dans la grange de M. Béguin, aujourd'hui propriété de M. Bourgeois. C'est là, dans ce lieu où Lapicirella avait l'habitude de séjourner avant l'ouverture du musée, que les restes sont brièvement reconstitués sur la dalle. Puis plus rien. Pas de traces officielles. Aucun inventaire. Les ossements disparaissent. Plus tard, une rumeur circulera dans le Vercors. Certains parleront d'ossements enterrés dans le sous-sol du musée. Une légende de plus dans une affaire sans fin. Car ces restes ne sont pas ceux des officiers allemands. Alors à qui appartiennent-ils? Et surtout, que sont devenus nos 3 officiers capturés en janvier 1944?